Je tiens à dire bonjour à tout le monde. Merci d'être présent en grand nombre là, encore une fois aujourd'hui. Si vous voulez utiliser le chat et les fonctions de Q&A, là, questions et réponses, vous pouvez poser vos questions en tout temps. On va être là pour répondre à vos questions. Vous pouvez allumer votre caméra aussi là, pour qu'on vous voit, pour qu'on ait une certaine interaction. Vous pourrez prendre la parole aussi là, à la fin de la présentation. On va avoir une période de questions-réponses aussi. N'hésitez pas là, à nous faire part de vos questions, soit par le chat, soit par la parole là, directement. Donc, restez aussi jusqu'à la fin. On va avoir un petit sondage à vous faire remplir comme au dernier événement. Donc, si vous pouvez répondre là, au sondage, ça nous permet un petit peu là, de gager le retour là, sur ce qu'on a fait, comment vous avez apprécié la présentation et aussi là, d'avoir des idées là, pour les prochaines présentations. Donc, on veut que ce soit interactif avec vous et que vous soyez intéressés là, aux présentations. Donc, on va se baser un petit peu là, sur vos réponses pour les prochains événements. On va avoir aussi des prix de présence à la fin. Donc, si vous restez là jusqu'à la fin, vous allez pouvoir faire partie du tirage. La session va être enregistrée. Donc, si jamais là il y a quoi que ce soit, vous voulez pas faire partie de l'enregistrement, malheureusement là on va l'enregistrer. Donc, s'il y a quoi que ce soit là, juste à nous faire signe. Ensuite de ça, donc vos organisateurs, on va refaire un petit recap là, pour ceux qui n'étaient pas présents au lancement là, le mois dernier. Donc, on a Amélie Boudreau qui est avec nous, qui est développeuse full stack chez Nexapp. Elle va être présente là un petit peu plus tard dans la présentation pour faire le closing là, de l'événement. Il y a moi, directeur de compte chez SE Cloud Expert. Donc, ça fait peut-être une dizaine d'années là environ que je suis dans le milieu des TI au niveau de la vente, là, bien entendu. Donc, je me suis entouré aussi là d'une équipe de CE. Donc, on va avoir Mathieu Benoît avec nous, Nadine Boucher et Xavier Tremblay là, qui sont nos co-organisateurs qui sont CE chez Google Cloud directement. Donc, ils vont pouvoir là, vous dire un beau bonjour et Mathieu fera là, une partie de la présentation aujourd'hui. Donc, un petit recap du lancement. On remercie encore une fois Pluralsight pour les 5 licences qu'ils nous ont données, qu'on a fait tirer à la fin de l'événement. Donc, les gagnants sont très contents. Puis, on a fait aussi là, le sondage. Donc, on va vous partager là, à la fin les prochaines présentations là, qui s'en viennent selon ce que vous nous aviez répondu là, précédemment. Réponse, le top 4 des réponses, ça se résume là à Kubernetes. On a eu beaucoup de demandes là à ce niveau-là pour en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui est container et les Kubernetes en tant que tel. Les produits GCP aussi, donc on a eu plusieurs demandes là, différentes, soit du App Engine, Cloud SQL, Cloud Run qu'on va vous présenter aujourd'hui, Serverless aussi, puis on a eu là, quelques autres demandes. Au niveau du ML et du AI, donc Machine Learning et Intelligence Artificielle, on a eu pas mal de demandes à ce niveau-là et au niveau de la sécurité là, du cloud. Donc, encore une fois, sondage à la fin et prix de présence. Donc, aujourd'hui, je vais passer la parole là, prochainement à Steren Gianni, qui est notre présentateur au niveau de Cloud Run. Steren est Product Manager. Je vais le laisser se présenter. Là, on est toujours mieux servi que par soi-même. Puis, par la suite, il va être suivi là, de Mathieu Benoît qui va nous faire la démonstration sur QuickLab de comment on est capable là, de créer l'environnement Cloud Run et d'aller un petit peu plus loin. Puis, par la suite, le formulaire, prix de présence et questions et réponses. Donc, Steren, je te passe le flambeau.
Je vais arrêter mon sharing et tu vas pouvoir présenter le tien. Merci Olivier, bonjour à tous, merci de m'inviter à présenter aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Voilà, donc est-ce que vous voyez bien la présentation maintenant? Ok, Oui. super. Donc oui, je suis Stiran, Product Manager sur Google Cloud. Je m'occupe entièrement de Cloud Run. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'est Cloud Run et qu'est-ce qui a été lancé récemment à propos de Cloud Run. Donc voilà. Et on prendra des questions sur la fin en fonction du temps qui nous reste au niveau des 55 minutes. Donc déjà un peu de contexte. Les produits serverless de Google Cloud partagent tous à peu près les mêmes caractéristiques. Mais principalement, ils vous permettent de vous focaliser sur le développement de vos applications et de surveiller ses performances, mais pas du tout de tout ce qu'on peut faire potentiellement sur d'autres types d'infrastructures, donc c'est-à-dire pas de mise à l'échelle, pas de pré-approvisionnement, pas de soucis de sécurité, et encore moins des soucis de serveurs physiques, de réseau, de connectivité à l'Internet ou de sécurité physique. Donc voilà, tous les produits serverless, dont Cloud Run fait partie, vous permettent vraiment de vous focaliser sur ce qui ramène de la valeur à votre app, à votre business, c'est-à-dire le développement. Une fois qu'il est déployé, vous ne vous souciez plus de rien. Donc, voyons un peu plus en détail ce qu'est Cloud Run. Donc, Cloud Run est un des produits serverless de Google Cloud. Il y en existe d'autres. Il existe par exemple Cloud Functions ou App Engine. Ceux-là sont des produits serverless compute, mais on a aussi des bases de données qui sont considérées serverless. Donc, Firestore en est une par exemple. Donc, mais revenons sur Cloud Run. Qu'est-ce qu'est Cloud Run? Eh bien, en fait, c'est un environnement où vous pouvez faire tourner des conteneurs dans un environnement entièrement géré par Google. Donc, les trois grosses caractéristiques, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de la mise à l'échelle, du auto-scaling. Il est fait pour vous en fonction du nombre de requêtes qui arrivent sur votre service. Et bien sûr, quand aucune requête n'arrive, eh bien, vous ne payez rien et progressivement, Cloud Run le nombre d'instances va être réduit à 0. En même temps, il n'y a absolument pas d'infrastructure à gérer. C'est-à-dire, on n'a pas de machine virtuelle à provisionner à l'avance, on n'a pas de cluster à créer ou à mettre à jour. Cette infrastructure est vraiment gérée par Google pour vous. Et le dernier point, c'est que parce qu'il y a beaucoup moins de choses à gérer, parce que vous avez une simplicité d'usage, Cloud Run vous permet d'être très productif. Il y en a beaucoup de clients qui ont mesuré ce gain de productivité et qui, du coup, demandent à tous leurs employés de travailler avec Cloud Run car ça leur permet d'aller plus vite et de lancer des produits plus rapidement. Donc voilà, Cloud Run, je vais faire une démonstration, vous permet de déployer des conteneurs en quelques secondes. Donc là, je vais passer un peu de temps sur la notion de conteneur. Donc un conteneur, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers, c'est vraiment uniquement un format pour packager du code et du software. Donc en fait, avant que les conteneurs soient inventés, certaines plateformes en fait faisait une archive zip du code source et l'envoyait pour le déploiement. D'autres plateformes se basaient uniquement sur des repositories Git. En fait, là, le conteneur, c'est vous qui le construisez avec la méthode que vous souhaitez. Donc, ça peut être très facilement en utilisant un produit qui va de pair avec Cloud Run qui s'appelle Cloud Build. Et donc, Cloud Build, qu'est-ce que Cloud Build va faire? Il va prendre votre code source, le builder, le construire et le packager en un conteneur. Et voilà. Mais ce conteneur, vous pouvez l'avoir construit de n'importe quelle autre manière. Vous pouvez l'avoir construit sur votre propre système Jenkins. Vous pouvez l'avoir construit parce que vous avez déjà utilisé des choses comme Kubernetes et vous voulez migrer vers Cloud Run, donc vous avez déjà des containers. Donc voilà.
un container, c'est vraiment un format de packaging du software dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ça, c'est encore une grosse différence par rapport à d'autres produits serverless de Google Cloud ou du marché. C'est qu'en fait, parce que Cloud Run prend tout conteneur qui écoute des requêtes, vous pouvez vraiment construire ce conteneur avec le langage que vous le souhaitez. Donc, on a des gens qui font du Dart côté serveur. Dart n'est pas un langage officiellement supporté par beaucoup de plateformes serverless, mais avec Cloud Run, parce qu'ils sont capables de construire ce code Dart dans un container, on peut le déployer comme tout autre code. Donc, en fait, ensuite, je vais montrer Cloud Run a, de manière générale, une expérience développeur simple, efficace, qui vous rend productif. Et je vais vous faire la démonstration de cela. Une fois que vous avez déployé le container sur Cloud Run, vous avez automatiquement un endpoint, une URL, qui va être sécurisé en HTTPS automatiquement, instantanément, et qui va vous permettre d'invoquer votre container. Vous pouvez ajouter votre propre nom de domaine si vous le souhaitez. Et encore une fois, en quelques clics. Et finalement, déjà parce que Cloud Run est basé sur les containers, il est très ouvert. C'est-à-dire ces containers n'ont rien de propriétaire à Google Cloud. Ces containers peuvent être déployés en local sur votre machine, peuvent être déployés sur une machine virtuelle, Google Compute Engine par exemple, peuvent être déployés sur Cloud Run ou peuvent être déployés dans d'autres clouds. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, il y a une interopérabilité du format qui est le container. Mais en plus de ça, Cloud Run, en fait, est interopérable avec un projet open source que Google a créé, mais qui maintenant a pris beaucoup d'ailes. Donc, c'est Knative. Donc, Knative, c'est en fait une API pour faire tourner des choses comme des choses serverless qui peut tourner sur Kubernetes. Donc Cloud Run est interopérable avec ce projet Knative qui vous permet, si vous n'êtes pas satisfait par Cloud Run, en fait de très facilement migrer hors de Cloud Run si vous le souhaitez. Et finalement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Cloud Run vous charge à l'utilisation. Donc littéralement à la centaine de millisecondes. Donc quand une instance ne va pas recevoir de requête, vous ne payez rien. Et également, quand vous avez besoin de beaucoup d'instances, Cloud Run est là pour les créer et vous payez uniquement quand elles sont utilisées. Donc, pourquoi utiliseriez-vous Cloud Run? Donc, on voit nos clients utiliser Cloud Run pour plusieurs catégories de cas d'usage. La première, évidemment, est tout ce qui est web, donc page web, web app, ou alors des services qui sont invoqués via des requêtes HTTP. On voit aussi très similairement nos clients utiliser Cloud Run pour développer des API. Donc là, c'est un back-end d'application mobile, une API interne qui est en fait utilisée par un autre service qui potentiellement est lui le front-end, donc un back-end est invoqué par le front-end. Donc tout ça, ce sont des cas d'usage où en fait Cloud Run va être invoqué directement par un client via une requête. Mais on voit aussi d'autres cas d'usage qui sont beaucoup plus asynchrones, des cas d'usage de data processing. Donc là, ça va être, par exemple, je pense que je vais en parler un peu après, on va attacher Cloud PubSub à Cloud Run et Cloud PubSub va envoyer des messages à Cloud Run quand, par exemple, il y a un nouveau fichier qui est uploadé sur Cloud Storage. Donc, vous voyez comment vous pouvez créer des microservices qui sont en fait invoqués lorsque des événements se produisent. Ou alors, comme je vais le présenter dans ma démonstration, Cloud Run peut être utilisé pour transformer des données, transformer des documents. Et finalement, certains de nos clients utilisent Cloud Run pour automatiser leur process. Donc, encore une fois, en étant déclenché par des événements. Et je vais revenir un peu sur tout ça plus tard. Mais je pense que le plus simple, c'est de montrer Cloud Run en pratique. Et donc, je vais partager mon écran.
Donc là, on est sur un autre tab, normalement. Je vais monter un petit peu. Ok, donc là, on est dans la Cloud Console, que vous connaissez probablement. Et Cloud Run se trouve dans la navigation à gauche, en dessous de Compute. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, parce que je présente mon écran en même temps que ma vidéo, mon ordinateur est un peu lent, donc on va voir si la démo fonctionne. Voilà, on arrive sur Cloud Run. C'est la première expérience qu'on a quand on arrive sur Cloud Run. C'est vide, évidemment, mais on peut immédiatement créer ce qu'on appelle un service. Donc, il n'y a pas de cluster, il n'y a pas de choses à payer en amont. Alors, on clique créer un service. Ah, j'aurais dû mettre l'interface en français. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait là. Bon, j'espère que ça ne vous gêne pas trop que ce soit un peu lent. Je vous assure, c'est mon ordinateur qui a un peu du mal avec la vidéo. Est-ce que vous voyez toujours là l'écran? Ok. Donc voilà, Cloud Run, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on choisit une région. Cloud Run est disponible dans toutes les régions Google Cloud. Et pour cette démo, bien sûr, je vais prendre Montréal. Désolé, on n'a pas encore Québec. Mais on a Montréal. Et on donne un nom à notre service. Et voilà. Ensuite, la seule chose dont on a besoin, c'est un container, comme je vous l'ai dit. Donc, comment on construit ce container? Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en l'occurrence, j'ai déjà construit un container qui va en fait, vous allez le voir, transformer des documents Word en documents PDF. Donc, une fois que je l'ai, je peux le sélectionner s'il est dans mon projet. Mais en l'occurrence, celui que je veux déployer, c'est un container de démonstration que j'ai dans un autre projet. Donc, je vais taper son URL ici. Et ensuite, c'est la seule chose qui est requise, mais on peut, si on le souhaite, paramétrer plus de configuration. Donc, en l'occurrence, on peut notamment choisir combien de mémoire on veut allouer à chaque instance de ce container lorsqu'ils seront démarrés, combien de CPU, de cœurs de CPU on veut mettre. Et donc, parce que je vais transformer des PDF et des documents Word et qu'on va utiliser en fait un gros logiciel au sein de notre container qui est OpenOffice, je vais mettre un peu plus de RAM et puis peut-être 2 CPU. Mais tout ça, vraiment, c'est configurable. Je peux demander combien d'instances minimales je veux, combien d'instances maximales je veux, parce que Cloud Run va auto-scaler, va mettre à l'échelle le container entre ces deux limites. Cette limite peut être bien, bien plus grande que 100 si vous le souhaitez. Et voilà, je pourrais mettre des variables d'environnement si je le souhaite. Je pourrais ajouter des connexions à Cloud SQL. Je pourrais activer HTTP2 si je le souhaite. Mais bon, pour cette démonstration, j'ai rien à faire de cela. Ensuite, la seule chose que j'ai à faire, c'est de dire si je veux que mon service soit en gros public, c'est-à-dire accessible à tous sur Internet, ou uniquement au sein de mon projet géré par mon VPC ou par AEM. Donc en l'occurrence, je le rends public. Et je clique Créer. Donc, une fois que je clique Créer, qu'est-ce qui se passe? Cloud Run va importer le container que je vais donner. Il va vérifier, c'est ce qu'il fait en ce moment-là, il va vérifier que le container arrive bien à démarrer. Et lorsqu'il a vérifié qu'il arrive à démarrer, il va nous donner un endpoint HTTPS. Donc voilà, c'est fini, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, que le déploiement est déjà fait. On a déployé un container en littéralement 5 secondes. Maintenant, je clique cette URL. Ah, vous n'allez pas voir parce que... voilà, je vais continuer sur l'interface et après je vous montrerai ce qu'il y a derrière cette URL. Parce que je partage que mon tab en fait. Donc juste pour finir sur l'interface, Cloud Run voilà, a déployé ce container, on le voit là, il nous donne son image, je peux cliquer l'image pour aller voir avec quelle source elle a été construite. Cloud Run nous donne des logs par défaut, donc tout est instrumenté par défaut. Ah, tiens, il y a un souci sur Cloud Logging. Ok. Bon, bah, pas de log. Ah si, on a des logs. Bon, ok. C'est nouveau ça. Les in context, c'est pas mal. Voilà, donc
là, on voit qu'on a nos requêtes HTTP qui sont capturées, mais on a aussi tout ce qui sort de ce container sur les sorties standards sont capturées et affichées dans cet onglet log. On a par défaut tout plein de métriques comme le nombre de requêtes par seconde, on a la latence de ces requêtes, on a combien d'instances ont été créées. Et finalement, peut-être une dernière chose à montrer, c'est qu'en fait, à tout moment, je peux en fait exporter ou même modifier, si je le souhaite, mes ressources directement via leur fichier de configuration YAML. Et donc là, comme on le voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce fichier de configuration est en fait standardisé. Il utilise le standard Knative. Donc voilà, ce fichier de config est exactement ce que vous pourriez copier-coller et déployer sur Kubernetes si vous le souhaitez. En plus d'avoir la portabilité du container, vous avez la portabilité de la ressource elle-même. Donc, ça, c'est l'interface que j'ai déployée. Vous avez vu, ça a créé cette URL HTTPS. Alors, je ne l'ai pas ouvert tout de suite, mais j'aurais pu. Et maintenant, je vais l'ouvrir dans le même tab. Comme ça, vous êtes censé le voir. Et donc, voilà, on a un microservice qui est sécurisé. Et ce microservice, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il convertit des documents doc en PDF. J'ai créé ce microservice il y a quelques temps. Et donc là, par exemple, si je lui donne un document Word, donc là, je l'upload. Ensuite, qu'est-ce que ce microservice fait? Si c'est la première fois, il va démarrer OpenOffice, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Ensuite, OpenOffice va convertir le doc et nous donner un PDF en output. Donc voilà, ce qu'on voit là, en fait, c'est le viewer PDF de Chrome voilà. Donc en fait, notre microservice a transformé un doc en PDF. En tant que développeur, on a payé uniquement lorsque ce microservice était en train de processer notre requête. Maintenant, je ne paye plus rien parce que là, je ne fais que voir le résultat de la requête. Je ne lui en envoie pas de requête. Donc, en fait, ce microservice, il est probablement encore allumé. Mais si je ne l'utilise pas pendant 15 minutes, il va descendre à 0. Et la prochaine fois que je lui envoie une requête, il va démarrer. Mais comme on l'a vu, c'est assez rapide. Et bien sûr, si j'étais à lui envoyer des milliers et des milliers de requêtes, beaucoup plus d'instances seraient créées afin de répondre à la charge et ce ne serait pas un souci pour moi, le développeur. Donc voilà, je vais revenir sur mes slides. Désolé pour le petit lag. Je savais que ça pouvait ne pas bien se passer si je présentais en même temps que la vidéo. Maintenant, je vais revenir sur mes slides. Voilà, donc on a vu la démo de Cloud Run, on a vu comment c'est super simple d'aller de 0 à un container auto-scalé, déployé sur une infrastructure sécurisée, gérée par Google. Donc qui est un peu une grosse différence par rapport à naïvement, ce qu'on peut penser des containers. Les gens ont souvent tendance à associer les containers à quelque chose de compliqué, à quelque chose où il faut créer 10 000 ressources dans un cluster qui nous coûte cher. Non, là, littéralement, on clique un bouton, on donne un container, on l'a. Le container, on ne paye que quand il reçoit des requêtes. C'est très, très simple. Et c'est la puissance des containers qui est alliée à la simplicité de serverless. Donc maintenant, on va voir un peu, si vous connaissiez déjà Cloud Run, là maintenant, on va rentrer dans un peu ce qui est nouveau depuis, on va dire, 6 mois, 1 an, depuis Cloud Run. Donc, le premier thème de nouveauté, c'est qu'il est maintenant encore plus que jamais prêt pour votre entreprise. Donc, il est ce qu'on appelle GA, donc c'est un qualificatif qui désigne que Cloud Run est officiellement supporté pendant longtemps avec un service level agreement de 99,95% de availability, donc ça veut dire que vraiment vous pouvez compter dessus. Ensuite, on a passé beaucoup de temps là-dessus en 2020. C'est-à-dire, en fait, notre but, c'est que Cloud Run soit disponible partout où Google Cloud est disponible. Et donc, c'est presque le cas. Il nous reste 3 régions aux États-Unis. Mais comme on le voit partout dans le monde ailleurs, c'est bon.
Et bien sûr, quand Google Cloud va ouvrir de nouvelles régions, vous pourrez attendre à ce que Cloud Run soit disponible soit à l'ouverture, soit peu de temps après. Et voilà, maintenant, les régions ne sont plus un souci. Un gros changement qu'on a apporté à Cloud Run, c'est que maintenant, vous pouvez très facilement vous connecter à un Virtual Private Cloud si vous avez cela. Donc, ça vous permet Cloud Run de en fait se connecter de manière sécurisée et privée à vos machines virtuelles sur Compute Engine ou alors à votre Memory Store Memcache qui eux sont accessibles via des IP privés. Ensuite, là, comme je vous l'ai montré, j'ai déployé un container très facilement en un clic et il a immédiatement servi 100% du trafic qui allait sur l'URL. Mais si jamais je voulais mettre à jour ce container, peut-être que je ne voudrais pas en fait déployer la nouvelle version à 100% immédiatement. C'est quand même une bonne pratique de déployer les choses de manière graduelle. Donc voilà, ce qu'on a lancé, c'est que ça vous permet de... Maintenant, je peux déployer... Donc, voilà, là j'utilise la ligne de commande. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'interface, mais la ligne de commande est aussi facile à utiliser que l'interface. Et tout ce que je fais là, je peux aussi le faire via l'interface. On supporte aussi Terraform, qui vous permet de spécifier votre infrastructure dans des fichiers de configuration. Et vous pouvez également, comme je vais en parler tout à l'heure, juste déployer le YAML de la ressource. Donc pour en revenir au déploiement graduel, là je déploie une nouvelle version de mon conteneur, mais je lui dis de ne pas servir de trafic et je vais lui donner un petit nom. Un petit nom, en l'occurrence green, donc je vais faire ce qu'on appelle un blue-green deployment. Et parce que je lui ai donné ce petit nom, je peux tester cette nouvelle version via une URL dédiée. Donc, ce qui me permet à moi de le déployer sans qu'il serve de trafic qui arrive sur mon URL principale, mais j'ai quand même une petite URL pour le tester. Et donc là, je peux envoyer cette URL à mon équipe de test, ou alors je peux valider que tout va bien. Et une fois que je valide que tout va bien, je peux commencer à envoyer un peu de trafic sur cette nouvelle version. Donc, en l'occurrence, là, j'envoie 1% du trafic vers ce que j'appelle green. Ensuite, si tout va bien, après quelques heures, j'envoie 10%, ensuite 50%. Et une fois que tout va bien, hop, j'envoie 100% sur la dernière version. Donc là, ça veut dire que la dernière version, maintenant, est considérée comme la version actuelle qui sert 100% du trafic. Si jamais à quelconque moment, c'est-à-dire pendant le déploiement graduel ou n'importe quand, quelque chose ne va pas, je peux très facilement revenir à une version précédente, soit via son petit nom, soit via directement l'identifiant de la révision. C'est-à-dire, à chaque fois que vous déployez votre service, ça crée une révision et vous pouvez revenir en arrière immédiatement avec une seule commande. Voilà, donc là, ça vous a montré comment faire un déploiement graduel. Maintenant, je vais vous parler d'une grosse nouveauté qui est que vous pourrez créer des services qui sont en fait globaux en déployant votre conteneur dans plusieurs régions, sur Cloud Run dans plusieurs régions et en utilisant Google Cloud Load Balancing au-dessus de cela. Donc, si vous utilisez Google Cloud Load Balancing, il va en fait rediriger les requêtes en fonction de là où viennent les requêtes. Donc, quelqu'un vient de San Francisco, la requête va aller au Cloud Run déployé aux US. Si quelqu'un vient de Paris, la requête va aller en Europe. Donc, c'est en combinant Cloud Load Balancing et plusieurs Cloud Run services, vous pourrez vraiment construire quelque chose qui va optimiser la latence pour vos utilisateurs, mais aussi, si jamais, au grand jamais, Google Cloud perd une région en particulier, eh bien, les requêtes pourront toujours être servies par une autre région. Donc, en quelque sorte, ça augmente la stabilité de votre application parce qu'en fait, vous êtes résilient à la perte d'une région Google Cloud. Ça arrive vraiment pas souvent, mais au cas où ça existe, ça vous permet d'augmenter la disponibilité de votre application. De la même manière, ce que Google Cloud Load Balancing vous apporte, c'est la capacité d'utiliser Cloud CDN. Donc, Cloud CDN va en fait vous permettre de cacher certaines requêtes. Donc, par exemple, un premier client demande quelque chose, Cloud Run le renvoie, mais Cloud Run dit « Ah, c'est OK de cacher cette réponse ». Et la prochaine fois qu'un autre client demandera la même requête, en fait, Cloud CDN va pouvoir le retourner directement. Donc, ce qui va vous
va améliorer les performances de votre application parce que là, la requête est retournée beaucoup plus rapidement que si elle avait à être processée par votre container. Et également réduire les coûts parce que dans le deuxième cas, en fait, Cloud Run n'est juste pas utilisé, donc vous ne payez pas. Et voilà, encore une fois, l'ajout du support de Cloud Load Balancing vous permet de faire plein de choses, comme par exemple créer des applications qui sont restreintes à votre entreprise. Donc là, en utilisant Identity Aware Proxy, vous pouvez en fait ajouter ce qu'on appelle une sorte de petit écran de login au-dessus de votre application qui va en fait accepter uniquement les employés de votre entreprise, par exemple. Et de la même manière, Cloud Armor, lui, c'est un firewall, donc un pare-feu, et vous pouvez utiliser ce pare-feu pour restreindre les IP qui peuvent accéder à votre service, des choses comme ça. Et bien entendu, vous pouvez régler Cloud Run pour que uniquement le trafic venant du pare-feu soit autorisé à l'invoquer. Parce que sinon, vous pourrez dire, on peut bypasser ce pare-feu. Non, vous pouvez régler Cloud Run pour dire uniquement ce qui vient de load balancer est capable de m'invoquer. Voilà, donc Cloud Run, beaucoup de fonctionnalités qui ont été ajoutées pour répondre aux besoins de nos clients, enterprise. Mais c'est pas le tout. On a aussi beaucoup bossé pour améliorer encore plus la vie des développeurs. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est qu'on le mesure via des enquêtes. Dans la Cloud Console, vous avez peut-être déjà vu des petites fenêtres qui vous demandent si vous êtes satisfait. Donc on sait que Cloud Run, que les développeurs sont très satisfaits avec Cloud Run. On mesure plus de 90% de satisfaction, qui est le score le plus élevé de Google Cloud. Donc merci de nous faire ce feedback, parce qu'effectivement, on investit beaucoup dans l'expérience développeur pour vraiment rendre les choses simples et productives, et donc on est content que ça vous plaise. Donc, une des nouveautés, c'est que, comme je l'ai évoqué, on peut maintenant déployer directement depuis un fichier YAML. Si c'est ce que vous souhaitez faire, vous pouvez. Et donc un fichier YAML qui vous permet de stocker la configuration de vos ressources dans votre dépôt Git, par exemple. On a travaillé avec les gens de Cloud Code. Donc Cloud Code, qui est un plugin pour Visual Studio Code ou IntelliJ, un plugin Google Cloud. Donc, ce plugin va en fait ajouter des fonctionnalités à ces environnements de développement qui vous permettent de déployer sur Cloud Run directement depuis votre environnement de développement, qui vous permettent de voir les logs de votre service, des choses comme ça. Ensuite, comme je l'ai dit, Cloud Run déploie des containers, c'est ça. C'est le contrat qu'il a avec le développeur, c'est que vous construisez un container comme vous le souhaitez et ensuite Cloud Run le déploie. Mais bien sûr, il y a des développeurs qui n'ont pas envie de se soucier de cela, donc on a ajouté la fonctionnalité de simplement déployer du code source. Et quand vous faites cela, il n'y a pas de magie. En fait, la première chose que cette commande va faire, c'est qu'elle va invoquer Cloud Build pour construire un container. Et le petit point intéressant, c'est que cette commande va invoquer Cloud Build, mais si elle ne détecte pas de fichier Docker de fichier Dockerfile pour expliquer comment construire le code source en container, cette commande va essayer de construire le container en détectant le langage. Et donc ça, c'est effectué via quelque chose qu'on a lancé l'année dernière, que sont les Google Cloud Build Packs. Donc Google Cloud Build Packs, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de transformer votre code source en plein de langages différents, Go, Node, Python, Java, .NET, et on en ajoute plein, qui va vous permettre de transformer ce code source en container. Et donc, ces build packs, vous pouvez les utiliser de manière indépendante. C'est un standard ouvert, nos build packs sont open source, mais ils sont aussi utilisés dans cette commande. Donc, cette commande, quand vous la faites tourner, elle va en fait utiliser un build pack pour construire un container qu'elle va ensuite déployer sur Cloud Run. Qui sont deux étapes que vous pouvez faire de manière indépendante avec gCloud Builds et gCloud Run. Mais là, on les a cumulés en une pour la simplicité. Et encore une fois, maintenant, quand vous avez créé un container à partir d'un dépôt Git, on va pouvoir mesurer
quel était le commit qui a été utilisé pour créer ce container. On va le garder ça en mémoire et on va vous l'afficher dans l'interface Cloud Run, donc qui va vous permettre, si quelque chose ne va pas dans votre service Cloud Run, de facilement retourner à quelle source a été déployé pour potentiellement trouver un bug. C'est ce que j'aurais dû highlighter ça un peu avant. Et de manière similaire, maintenant, dans l'interface Cloud Run, vous pouvez déployer un container, mais vous pouvez aussi dire que vous voulez déployer de manière continue depuis un dépôt Git. Et donc là, encore une fois, on a travaillé avec l'équipe Cloud Build pour implémenter ça. Donc en fait, quand vous faites cela, ça va en fait créer, déjà vous allez vous authentifier via GitHub. Ensuite, vous choisissez votre dépôt. Vous choisissez votre branche, vous dites si vous voulez construire avec Docker ou dans un des langages supportés par Buildpacks. Vous cliquez sauvegarder. Et là, en fait, qu'est-ce que cette interface fait? Elle va créer ce qu'on appelle un Cloud Build Trigger qui va en fait surveiller le dépôt Git. Et dès qu'il y a un changement qui est poussé vers la branche qu'on a décidé de suivre, alors le nouveau container va être déployé vers Cloud Run. Donc c'est ce qu'on voit là. En l'occurrence, il y a le nouveau container qui a été déployé et en fait, on va même vous donner l'historique des builds de ce container parce qu'on sait que ce service Cloud Run est en fait déployé via un système de déploiement continu. Donc là, c'est très intéressant comment maintenant, en utilisant Cloud Run, vous pouvez aller d'un dépôt Git dans n'importe quel langage populaire à quelque chose de automatiquement déployé dans le cloud, sans même vous soucier de qu'est-ce qu'un container, sans même vous soucier de mettre en place ce système de déploiement continu. En quelques clics, c'est fait maintenant. On a ajouté la notion de triggers, donc je vous avais parlé de microservices qui sont invoqués par des événements. Donc c'est ça, en fait, vous pouvez utiliser des triggers PubSub, bien sûr, mais aussi n'importe quelle ressource Google Cloud va en fait émettre des événements via ce qu'on appelle Cloud Audit Logs. Donc, quand une ressource émet un événement, vous pouvez simplement dire, voilà, quand cet événement se produit, envoie-le sur ce service Cloud Run. Donc, ça vous permet de réagir quand un fichier est uploadé sur Cloud Storage, bien évidemment, mais plein d'autres cas d'usage comme quand une machine virtuelle est supprimée, peut-être la redémarrer ou des choses comme ça. Et donc, de manière similaire, on a lancé un produit qui s'appelle Cloud Workflows. Donc ça, c'est pas Cloud Run, mais ça s'intègre bien avec Cloud Run. Donc, Cloud Workflows, en fait, c'est encore plus poussé que cette notion d'événement. Cloud Workflows va vous permettre de définir des workflows qui vont en fait orchestrer plusieurs microservices, potentiellement à travers une longue durée et potentiellement en parallèle. Donc, Cloud Workflows, là, c'est un workflow d'administration qui va dire liste toutes mes machines virtuelles, extrait leur statut, est-ce qu'elle tourne? Oui, alors supprime là ou stop là. Donc voilà, Cloud Workflow, c'est quelque chose qui permet d'orchestrer Cloud Run, donc c'est pour ça que j'en parle dans cette présentation. Toutes les nouveautés récentes autour des développeurs et finalement, on travaille constamment à rendre Cloud Run plus flexible. Donc notamment, on a, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'interface, on a travaillé à ajouter à pousser les limites possibles en ce qui concerne le nombre de CPU ou le nombre de RAM que vous pouvez choisir. Les requêtes étaient limitées à 15 minutes à la sortie de Cloud Run, et maintenant elles sont limitées à 1 heure. Donc vous pouvez faire tourner votre calcul, votre transformation de doc en PDF pendant jusqu'à 1 heure. On a ajouté la notion de nombre minimal d'instances. Donc, au lieu de Cloud Run, par défaut, se met à l'échelle à 0 quand il ne reçoit pas de requête parce que vous ne payez pas. Nous, on diminue le nombre d'instances à 0 s'il n'y a pas besoin d'instances. Mais des fois, vous souhaitez potentiellement que lorsqu'il y a une nouvelle requête qui arrive, elle tombe tout de suite sur une instance qui est déjà chaude ou démarrée. Et auquel cas, vous pouvez nous dire, je souhaite toujours un temps de minimum d'instances, et auquel cas, en fait, on va vous en garder ce nombre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont moins chères, ces instances, quand elles ne sont pas utilisées. Donc, quand elles sont utilisées, elles coûtent le même prix qu'une instance normale, mais quand elles ne le sont pas, en fait, leur CPU coûte 10 fois moins cher à peu près. Voilà, ensuite,
plein de nouveautés en ce qui concerne les protocoles. Donc, on a ajouté le support de WebSocket et de HTTP streaming. Donc là, dans cet exemple de code, je stream une vidéo de mon service en utilisant ce chunk transfer encoding, mais je pourrais aussi très bien utiliser WebSocket pour échanger de manière bidirectionnelle des messages avec le client. On a ajouté le support de gRPC et de HTTP2. Et donc là, y compris le gRPC bidirectionnel. Donc là, je pense qu'il y a très très peu, voire on est les seuls à permettre de déployer un service gRPC sur une infrastructure serverless, y compris streaming. Voilà, donc tout ça, on continue constamment à pousser les limites de Cloud Run. Donc, voilà, pour récapituler, Cloud Run, on a déployé beaucoup de fonctionnalités pour répondre aux besoins des entreprises. On travaille constamment à le rendre encore plus developer-friendly et on pousse constamment ses limites afin de le rendre plus flexible. Et voilà, on a de beaux projets pour 2021 également. Et ça, c'est à peu près ce qui est sorti en 2020. Et avec ça, donc, je peux vous inviter à lire beaucoup de documentation, de tutoriels, de code samples sur une URL qui est très simple, c'est cloud.run. Et sur Stack Overflow, si vous avez des questions, utilisez le tag Google Cloud Run. Vous m'y verrez peut-être, et sinon vous verrez d'autres gens de notre équipe qui sont très actifs pour vous aider sur Stack Overflow. Et voilà, donc si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. On a du temps, donc ça va. Un petit quart d'heure pour répondre à vos questions, si vous en avez. Merci, Styron. Merci beaucoup pour tout ce contenu. Beaucoup de choses. Merci d'avoir partagé les différentes fonctionnalités. On voit déjà une question de Leel. Excuse-moi si je ne prononce pas bien ton prénom. Et la question était, est-ce que le support de IAP, Identity Aware Proxy, est supporté en JA avec Cloud Run en fait? Alors, en fait, c'était la seule slide qui avait un petit bientôt en haut à droite. En fait, il n'est pas supporté en JA officiellement encore parce que vu que c'est quelque chose qui a rapport à la sécurité, on fait vraiment attention à ce qu'il n'y ait aucune vulnérabilité, rien du tout. Et aujourd'hui, je crois même pas qu'il soit en public preview. Ça fonctionne, mais c'est en private preview. Donc, si vous voulez y accéder, vous pouvez me contacter sur Twitter, par exemple. Mais je pense que ce trimestre ou ce mois-ci, même en février, il devrait être disponible en public preview. Et après, dans les 6 prochains mois, c'est sûr, il sera generally available. Mais encore une fois, c'est via Google Cloud Load Balancer. C'est pas une intégration directe. Vous devez configurer Google Cloud Load Balancer et ensuite activer Identity Aware Proxy. D'accord. Ouais. Dans 6 mois, d'ici 6 mois, on garantit qu'il sera GA. Alors ça se peut que ça arrive plus rapidement. Mais voilà, on fait vraiment attention. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette fonctionnalité pour être sûr qu'on peut la truster, quoi. Je n'ai pas regardé du tout le chat s'il y avait des questions pendant ou sinon je suis. Pendant le chat, c'est la seule question qu'on a eue. On a quelqu'un qui a expérimenté. Il y a quelqu'un qui fait du GCP mais pas forcément du Cloud Run. C'est pour ça que cette personne est là. Et on avait quelqu'un au tout début qui disait qu'il avait fait une expérience avec héberger des sites WordPress, par exemple. Donc c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Styron est encore quelques minutes. Et le site WordPress, j'imagine qu'il fallait un peu le configurer pour utiliser Cloud SQL. J'imagine qu'il fallait
peut-être lui faire utiliser Cloud Storage pour stocker les images. Je ne sais pas si ça a été facile ou pas de déployer WordPress sur Cloud Run. J'ai jamais essayé, mais je pense qu'il faut un peu configurer par rapport à l'installation de base qui est certainement prévu pour tourner sur une seule machine virtuelle, qui peut stocker des fichiers en local. Donc voilà, Cloud Run, en fait, parce qu'il est vraiment cloud native, vous demande peut-être de configurer WordPress un peu différemment. Ouais. Alors, effectivement, Cloud Run va uniquement donner les fonctionnalités qui permettent de contrôler le trafic. Donc, en fait, ce qui est faisable, comme je l'ai évoqué, c'est de déployer de manière continue des nouvelles révisions et de changer le trafic manuellement. Donc peut-être que la question, en fait, c'est comment ce trafic pourrait être changé de manière automatique et graduelle. Et là, en fait, on ne propose rien dans Cloud Run directement, ni dans Cloud Build. Spinnaker, c'est quand même très, très lourd à utiliser et je crois qu'il est possible d'invoquer des commandes G-Cloud dans Spinnaker, donc potentiellement invoquer cette commande qui change le trafic. Mais en fait, on a ce qu'on appelle, on a lancé en open source Cloud Run Release Manager, qui est en fait un outil qui va, en fait, je vais partager mon écran. Donc c'est sur GitHub, qui est un outil qui en fait implémente un peu ce que vous décrivez là. Donc en fait, Cloud Run Release Manager va est-ce qu'il y a des petits... Voilà, va automatiquement faire passer le trafic de V1 à V2 si il n'y a pas d'erreur dans la nouvelle version. Des choses comme ça. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus simple que Spinnaker, qui a été implémenté de manière, voilà, encore une fois, serverless. Je crois que le Cloud Run Release Manager tourne lui-même sur Cloud Run. Et voilà, je conseille de regarder ça parce que c'est quand même beaucoup plus simple que Spinnaker, et je sais que Spinnaker n'intègre pas directement Cloud Run, donc si vous utilisez Spinnaker, il faut rentrer un peu plus dans les configurations. Mais après, on a aussi des partenaires dans l'univers du CI/CD, qui, par exemple, on a CloudBees, CircleCI, qui sont partenaires de Cloud Run, donc c'est-à-dire qui supportent déployer sur Cloud Run. Donc ces partenaires offrent probablement des mécanismes comme ils offrent pour les autres plateformes de déploiement, des mécanismes d'automatisation de déploiement continu. Ouais, alors après, si vous souhaitez un support Spinnaker, je pense que le mieux, c'est même de l'exprimer sur le GitHub de Spinnaker. Je crois qu'il y a déjà ouais. Alors pour CircleCI, oui, je crois qu'ils ont. En fait, sur la page de cloud.run, en bas, il y a un onglet partenaire, et l'onglet partenaire liste tous les partenaires avec qui on a travaillé pour ajouter le support de Cloud Run. Et après, oui, je suppose que si on tape dans Google genre CircleCI, Cloud Run, il y a probablement. Ou alors CircleCI GCP, parce que peut-être que CircleCI supporte en fait beaucoup plus que Cloud Run.
Merci Archie pour ta question. On a Frédéric, merci pour la question, qui vient de poser la question qui est: y a-t-il un moyen d'utiliser un container provenant d'un registry privé dans un autre projet GCP sans prendre le service agent par défaut? Donc, en fait, il faut... Donc, oui, on peut chercher un container dans un autre projet. Mais pour faire cela, en fait, il faut, si vous voulez, l'identité qui va télécharger le container, c'est pas le service agent par défaut, c'est en fait l'identité du service Cloud Run. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a le Default Compute Service Account. Lui, c'est le service account qu'on va donner pour l'identité du Cloud Run, du service Cloud Run. Pardon, il y a beaucoup trop de services dans ma phrase. Donc, le Default Compute Service Account, c'est l'identité qui va être utilisée pour votre container une fois qu'il a été déployé. Mais en fait, ce qu'il faut autoriser, c'est en fait le système Cloud Run lui-même. Il faut l'autoriser à aller chercher votre container qui est dans un autre projet. Donc, le système Cloud Run lui-même, lui, son service agent, c'est Cloud Run Service Agent, je crois, ou Robot Service Agent. En gros, il faut autoriser au robot Cloud Run le droit de télécharger le container. Donc, parce qu'on ne peut pas faire sans, en fait. Si dans un autre projet, ce projet n'autorise pas le robot Cloud Run à chercher les containers, on ne va pas... ce serait une faille de sécurité que de pouvoir télécharger ce container. Oui, il y a beaucoup de systèmes de service account dans Cloud Run. Il y a en fait quelle est l'identité qui a le droit d'invoquer mon service. Ensuite, il y a quelle est l'identité avec laquelle mon service tourne. Et ensuite, le troisième, c'est l'identité du système Cloud Run lui-même on doit lui donner des permissions si on veut que le système Cloud Run tire le container d'un autre projet. Frédéric, et puis si tu veux ajouter un complément, normalement, on vous a permis de parler. Si tu ne peux pas parler et que tu veux parler, mets-le dans le chat. Je peux te permettre de le faire, Frédéric. Et si tu veux compléter ta question. Merci, Styron, pour le complément d'information. Puis, il y a aussi le concept de least privilege, d'avoir les privilèges moindres. Puis, un service account par défaut. Puis, celui-ci peut être restreint sur ce qu'il peut faire et le scope des projets et les registries qu'il peut utiliser aussi. Si tu as vu quelque chose qui ne marchait pas, Frédéric, ou tu veux partager, n'hésite pas à compléter. OK. Moi, j'aurais une question entre-temps. Bonjour, Stéphane. C'est que j'ai une question concernant le Cloud Run Workflow que tu as mentionné. C'est que naturellement, sur GCP, on a certains produits avec des overlaps de capabilities, mais selon le use case, on va utiliser un versus l'autre. C'est que donc, entre autres, en ce qui concerne l'orchestration, on a Cloud Composer, Dataflow, qui est plus pour les data pipelines. Puis là, maintenant, il va y avoir les workflows avec le Cloud Run. C'est que, naturellement, la façon que je vois ça, puis je pense, en tout cas, c'est que le Cloud Composer, c'est plus at large pour gérer un workflow de bout en bout, dans lequel, comme par exemple, il peut appeler des data flow pipelines pour des data spécifiques pipelines. Puis là, la façon que je vois ton Cloud Run Workflow, c'est justement pour l'orchestration des services de Cloud Run. C'est qu'avec Dataflow, Cloud Composer a un template pour appeler de Cloud Composer un Dataflow workflow. C'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre à aussi avoir cette intégration-là, d'avoir un template de Cloud Run Workflow à l'intérieur de Cloud Composer? Je pense que c'est une bonne suggestion et c'est pas la première fois que j'entends la demande, donc je vais parler avec l'équipe Composer pour voir, parce que ça doit être faisable je pense que c'est déjà faisable, mais ce serait bien de le documenter et de proposer directement le fichier de config qui permet de le faire. Oui, OK. Mais effectivement, il y a trois, du coup, il y a trois produits. Dataflow qui est vraiment pour le processing de data, Composer qui va composer plusieurs choses, mais encore une fois pour le data processing, et Cloud Workflow qui lui va beaucoup plus être pas pour le data processing, mais plus pour
d'orchestration d'événements avec de la logique, potentiellement même des timeouts, c'est-à-dire Cloud Workflow va pouvoir tourner sur plusieurs heures. Par exemple, Cloud Workflow va pouvoir lancer une petite requête sur Cloud Run, attendre plusieurs heures et faire quelque chose avec le résultat de la requête s'il le souhaite. Donc, c'est des cas d'usage un peu différents, mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de produits qui permettent d'orchestrer. Mais je pense que Dataflow et Composer sont plus du côté data, en fait. OK. On va avoir Steering. Qu'est-ce que vous voulez dire par internal service? Ouais, donc, ce qui a été lancé il y a peu de temps maintenant, c'est en fait que vous pouvez dire qu'un Cloud Run Service est interne. Donc, quand vous dites que ce Cloud Run Service est interne, c'est à l'échelle du network, à l'échelle du réseau. Rien ne peut l'atteindre sauf ce qui vient du VPC. Donc ça a été lancé, c'est en public preview. Mais le service n'a toujours pas d'IP privé. En fait, c'est juste que vous l'invoquez toujours via son endpoint. C'est juste que cet endpoint ne peut être invoqué que du VPC. Donc, ça reste interne au réseau Google. Mais on ne l'appelle pas via une IP, on l'appelle toujours via l'endpoint. Mais cet endpoint n'est que accessible via le VPC. Donc ça, c'est disponible. On n'a rien à communiquer encore pour invoquer via une IP. Mais d'un point de vue sécurité, là, à l'échelle du réseau, même si vous l'invoquez via un endpoint, rien ne sort du réseau Google. Ah oui, d'accord. Oui, donc là, on explore d'autres choses qui seraient de ne pas avoir à connaître l'endpoint entier d'un microservice pour pouvoir l'invoquer. Par exemple, si on connaissait juste son nom, on pourrait potentiellement l'invoquer uniquement via son nom et non via son URL entière. Donc ça, c'est des choses qu'on explore, oui. Oh. Ben voilà, c'est dans la même histoire, en fait. C'est la même histoire. Pour rajouter un petit peu sur ce que Archie a mentionné, parce un use case de pouvoir l'appeler à partir de on-prem à travers l'interconnect. Alors ça doit être possible maintenant, parce qu'on supporte les shared VPCs. Et vous pouvez connecter votre Cloud Run Service à un shared VPC qui est lui-même connecté à votre on-prem network via Interconnect. Et du coup, sur votre on-prem network, vous pouvez invoquer le service Cloud Run qui est mis en tant que internal. Intéressant. Nous allons devoir essayer ça. Merci. Oui, je pense. Hein, maintenant, j'ai un doute si ça supporte les shared VPC ou pas. Mais je crois. Parce que dans l'autre sens, ça marche numéro 1. On peut appeler des ressources au niveau du projet, mais à partir de on-prem avec le routing, mais nous allons explorer. Merci. Ouais, non, effectivement, en fait, maintenant que j'y pense, un service qui est déclaré comme internal, je crois qu'il va que autoriser le trafic du même projet à l'invoquer. Et pas du shared VPC et donc pas de ce qui vient de on-prem. Faudrait qu'on clarifie ça dans la documentation, je pense. Mais essayez, puis vous pouvez me contacter sur Twitter. Mais effectivement, de Cloud Run vers on-prem, c'est supporté. Mais dans l'autre sens, maintenant que j'y pense, ça se trouve, ça n'y est pas. Et avec ça, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un
J'étais ravi de vous présenter Cloud Run, de vous présenter ce qu'il y a de nouveau. Je vois que certains ont déjà beaucoup d'expertise avec Cloud Run, donc merci pour vos questions poussées. Et puis pour les autres, je vous invite à l'essayer. Comme je vous ai montré, c'est très simple. Donc pour votre prochain projet, ou essayer d'immigrer quelque chose que vous avez actuellement sur une machine virtuelle ou potentiellement même sur un cluster. Normalement, Cloud Run est très ouvert dans ce que vous pouvez y déployer. Donc ça devrait bien se passer. Et voilà, si vous avez n'importe quel souci, allez sur Stack Overflow. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Et merci encore pour merci beaucoup, Styron, pour ton temps et le contenu. Puis, je vais partager le serverless VPC Access avec le L qui a posé la question. Je me demande si ça ne pourrait pas répondre à son besoin aussi comme pointeur. Merci encore à Styron et merci à tout le monde pour les questions. On va continuer le meet-up, ne partez pas. Donc, parfait. Merci pour toutes les questions. N'hésitez pas s'il y en a encore. Ça nous fera plaisir de regarder comment on peut y répondre au mieux. Est-ce que je fais un petit contrôle Olivier, Archie, Xavier, Nadine, vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est grand enough? Assez? Super, parfait. Le L, je vais partager le lien du Serverless VPC Access au cas où ça puisse répondre et te donner un petit pointeur sur ta question. Parfait. On va continuer avec une partie de démonstration. Après la démonstration, on fera un petit tirage des prix. Olivier l'a dit. C'est en fonction de la participation qu'on voit des questions que vous posez. Merci encore pour l'interaction. On essaie de favoriser l'interaction. Vous pouvez aussi unmuter si vous le voulez. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas le faire. Pinguer dans le chat, on vous permettra de le faire. C'est des nouvelles façons de faire, nouveaux outils qu'on utilise à distance. On essaie d'avoir de l'interaction. C'est pas évident, mais on essaye quand même de faire ça. Donc, restez bien avec nous. Là, on va faire une partie démonstration et en fait, on va aller à travers un scénario qui va vous permettre de… ça ne sera pas un deep dive et très avancé. Ça va être un petit peu complémentaire à ce que Styron vous a déjà fait voir dans sa démonstration. Il a fait un bon travail pour voir toutes les fonctionnalités, passer à travers Cloud Run dans le portail. Là, le but, c'était de vous faire voir, non pas que vous allez rouler le laboratoire en même temps que moi, mais de passer à travers pour vous faire voir un peu les capacités des laboratoires avec la plateforme qui s'appelle QuicksLab. Alors, je vais partager avec vous le lien. Comme ça, vous pouvez le suivre en même temps ou le faire plus tard aussi. Donc là, je vais aller vite à travers pour vous montrer un peu l'expérience que ça donne, ce genre de laboratoire. Ici, on va faire un exemple où on va avoir 3 containers en JavaScript qui vont être déployés. Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme d'architecture à vraiment haut niveau. Et le but, c'est que une compagnie de vétérinaires qui a quelques années de service fait beaucoup de choses manuellement. Aujourd'hui, quand ils ont un diagnostic ou une consultation avec un animal, après, ils envoient un email ou un SMS de façon manuelle pour faire des suivis, pour envoyer des rapports aux personnes qui sont venues chez eux, à la clinique. Le but ici, c'est d'automatiser un peu plus, donc de soumettre un rapport, quand on le voit à gauche sur le HTTPS post, de soumettre le rapport sur un service qui va prendre le front-end de l'API, qui va prendre le rapport et qui, en fait, après, va pouvoir faire un processing, mais qui va aussi dire « je veux envoyer des notifications ». Email et ou SMS. Et on va passer par une architecture avec du messaging pour découpler les microservices et les appels entre eux avec notre messaging bus Cloud PubSub. Donc, on va voir un peu cet exemple très rapidement. Encore une fois, le but, c'est que on vous fasse voir la plateforme commencer. Pour ceux qui n'ont jamais vu un Google Cloud Console aussi, ça va vous permettre de passer à travers. Donc là, en fait, je suis en train de démarrer le laboratoire. C'est la plateforme QuicksLab. J'ai partagé le lien. C'est QuicksLab. Ici, je n'ai pas besoin d'abonnement Google. Okay, je viens m'enregistrer avec mon nom. C'est payant, le service. C'est des crédits que vous avez. Je pense que c'est $1 le crédit. En tout cas, ce n'est pas nous qui vendons ça, mais vous pouvez regarder directement avec le lien pour vous enregistrer. Et puis, chaque laboratoire à ses objectifs et ses crédits et ses points. Et si je veux faire du Java, je peux chercher dans QuicksLab ici très rapidement
des laboratoires qui sont en lien avec Java. Si je veux faire du Kubernetes, je peux chercher Kubernetes. Si je veux faire du machine learning ou du Kubeflow, pour être un peu plus précis, je peux trouver des choses comme ça. Donc là, le lien qu'on fait est en train de se provisionner. Ce qui est intéressant, je le disais, vous n'avez pas besoin de subscription ou d'abonnement GCP. Même si vous n'êtes pas client de GCP, vous pouvez en faire. Du moment que vous avez accès à QuickSlab avec les crédits QuickSlab. Là, ce qu'ils sont en train de faire en attendant, je n'ai pas encore accès parce qu'on est en train de me provisionner temporairement un email, un mot de passe d'utilisateur de la console GCP, de l'abonnement GCP temporaire, que je vais avoir accès pendant 58 minutes. Donc, le but des laboratoires, c'est toujours la même chose. Donc, notre but ici, c'est de vous faire voir ça. Puis, on aimerait avoir des feedbacks de cette session. Oui, on pense que vous aimeriez le faire par vous-même. Donc, une prochaine fois dans l'année, peut-être qu'on fera en direct ou vous feriez en même temps que nous. Pour cette première fois, on voulait passer à travers avec vous autres ici. Donc, la recommandation, c'est que maintenant, ici, je suis provisionné, d'accord? Et on me demande d'ouvrir la console. L'une des recommandations, c'est d'ouvrir un incognito pour pas mêler les identités. Et ici, je vais pouvoir j'ai splitté mon écran en deux. Vous pouvez avoir deux écrans. Et je peux copier-coller le username, le password pour y avoir accès. J'ai copié le mauvais champ ici. Et en fait, tout ça, c'est décrit ici, le scénario que je vous ai expliqué de la clinique vétérinaire, le cas d'utilisation. Et là, on me dit que pour setuper le laboratoire, je viens de le faire, j'ai accès à la console, je viens de signer, je accepte les conditions. Sur ce compte temporaire, je confirme. Donc, vous voyez, c'est assez fluide et très bien expliqué aussi. Là, je vais avoir accès à la console Google et pas avec mon compte Mathieu Benoît google.com, mais vraiment en tant que l'étudiant ici, vous voyez, de quickslab.net. Donc, il a été provisionné, j'accepte les termes. Et à partir d'ici, j'ai accès à la console que vous voyez ici, les services, et j'ai aussi accès au Cloud Shell. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser ma console Bash localement. On va utiliser celle dans Google Cloud. Et ici, je vais pouvoir faire quelques petites vérifications. Donc, en fait, les labs, c'est vraiment du copier-coller comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que même quelqu'un qui n'est pas technique ou qui est nouveau dans un service va être très facile à comprendre et à apprendre. Donc, c'est assez bien. Par contre, la recommandation, c'est que faire du copier-coller, c'est bien, mais des fois, on peut arriver à la fin et dire « j'ai rien appris et j'ai rien compris ». C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps. Moi, je vais aller vite là, mais le but, c'est vraiment de bien prendre le temps, de bien comprendre, de bien lire les détails et aussi peut-être d'aller jouer un peu plus à côté. La recommandation des QuickSlab, c'est de ne pas faire n'importe quoi, du crypto mining et des choses comme ça, parce que vous pouvez vous faire arrêter le compte et le laboratoire, mais au moins jouer avec le service dans Cloud Run. Styron vous a fait voir les différentes versions que vous pouviez avoir, du A/B testing, du blue-green, vous pourriez pousser un peu les concepts là-dessus. Encore une fois, l'architecture présentée, HTTP post à gauche, qui va envoyer des messages dans PubSub, et deux microservices Cloud Run qui vont s'abonner sur ce messaging pour respectivement envoyer un email ou un SMS. Encore une fois, je vais un peu plus vite. Ici, ce qu'on veut faire dans une première étape, c'est de créer un topic PubSub sur lesquels on va pouvoir envoyer des messages et quelqu'un va pouvoir envoyer des messages et d'autres vont pouvoir se enregistrer. Donc, vous voyez, c'est assez straightforward. Je peux copier-coller et ici, je peux vérifier ma progression. Ici, j'ai aussi pour me faire voir tous les critères. Donc, c'est très intéressant pour voir un peu le suivi et comment on peut utiliser ce laboratoire et la progression au sein de celui-ci. Ici, ce qu'on me demande de faire, c'est que dans cette console, je vais pouvoir ici faire un git clone, donc récupérer du code source qui est prévu pour moi pour commencer et m'aider en fait à aller plus vite. Et ensuite, je vais dans ce répertoire et je vais faire du npm. Je ne sais pas si c'est assez gros. Olivier, la police de caractère, merci. Parfait. Désolé pour ça. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que… Ça prend des bons yeux. Super, je viens d'augmenter à 150. Est-ce que c'est un peu mieux? Peut-être une petite shot de plus. Super. Merci du retour. Et ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir que j'aille modifier un fichier ici. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux le faire en VI, en nano dans ma console, mais aussi j'ai une interface graphique basée sur Eclipse TIA ici.
Si vous connaissez du VS Code de ce monde, c'est le même principe, un framework JavaScript qui s'embarque dans un browser. Ici, on me dit d'aller dans le Lab Service. Donc, je vais dans le Lab 5, Lab Service, et on me dit d'aller modifier le package.json. Et ici, je peux le faire graphiquement dans mon IDE, embarqué dans ça. Et puis ici, je vais pouvoir créer le fichier qu'on me demande. Et on me dit ici que ce qui est important, c'est la méthode post. Et ce qui est important, c'est qu'ici, on a une méthode publish pub sub message. Et effectivement, on voit que j'ai utilisé le paquet de pub sub et que je vais pouvoir envoyer un topic ici pour publier. Donc ça, j'ai fait ça ici. Je vais pouvoir ensuite, comme tout est container dans Cloud Run, vous avez entendu d'ailleurs Steeren qui disait que vous n'êtes même pas obligé de connaître Docker. Avec Buildpack, vous êtes possible de prendre le code source et il va vous générer ce qui est les Dockerfiles et le container associé. Dans mon cas, je veux personnaliser mon Dockerfile. Donc, je crée un Dockerfile et je vais faire un fichier qui s'appelle deploy.sh. Ce qui va me permettre aussi ici de switcher sur le terminal et ici revenir et dire que je veux lui donner les droits d'exécution. Et je vais pouvoir exécuter mon script. Je vais repasser pendant l'exécution. Donc, je peux rouvrir l'éditeur ici. Et qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, je vais le prendre à gauche ici. Si vous voyez bien à gauche, ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait un build submit. Steeren a évoqué qu'on utilisait Cloud Build. C'est notre plateforme de CI et CD, Continuous Integration, pour construire des artefacts. Et l'un des artefacts ici, ça va être le container. Donc là, ce qu'on dit, c'est merci de prendre l'artefact sur le dossier courant, qui est le Dockerfile, et de le construire en fonction du code source. Et en fait, il n'y a pas de magie. Si on va voir ici, je vais piner ici le Cloud Run et je vais aussi aller chercher mon Cloud Build. Ici, Cloud Build. Si je clique sur Cloud Build et que je réduis ici ma console, je vois effectivement que pour le moment, il y a un build en cours de progression. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un Docker build, tout simplement, en fonction du Dockerfile que j'avais et le code source qui est en fonction. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par défaut, on va avoir un container registry. Vous pouvez le faire avec l'artefact registry aussi. Mais si je vais ici, par défaut, dans le projet, j'ai un container registry et en fait, mon image a déjà été pushée. Elle vient juste d'être pushée ici. Donc, ce qu'a fait Cloud Build, c'est qu'il a fait Docker Build et il a fait un Docker Push pour moi et il l'a mis ici. Donc, je vois le détail de mon image, sa taille, etc. Je pourrais même aussi activer assez facilement, puis avec un prix associé, pour chaque scanning, mais mettre en place le vulnerability scanning. Ça le fera pour les prochaines pushes que je vais faire. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut aussi revenir ici et regarder dans mon terminal où est-ce que j'en suis. Donc effectivement, j'avais lancé depuis mon terminal, on a fini la partie build et là, on est dans la partie déploiement dans Cloud Run. Si vous regardez la deuxième partie du script, ici, je vais rouvrir ici. La deuxième partie du script, c'est de dire, OK, maintenant, je veux déployer ce fameux artefact qui est une image container. Je veux la déployer dans Cloud Run. Deploy. Et je veux que ça soit dans telle région et que je permets l'accès public sur l'offre gérée de Cloud Run. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous l'aviez déjà vu aussi avec Steeren. Donc, ce qui va nous permettre ici d'aller dans la partie Cloud Run et de voir la progression, si ce n'est déjà fait. Donc, c'est encore en cours. Je ne referai pas un tour de l'interface graphique du service en lui-même, mais vous aviez vu la partie révision, la partie log, etc., etc. Donc là, on est en cours de déploiement et je vais pouvoir bientôt vérifier que le build est bien fait à gauche. Et ici, je vais tenter et en fait, on est déjà vert. Il y a un petit délai dans la vérification. Ah. Mais à droite, j'ai une green check, pareil sur la gauche. Et je peux donc continuer ici. Donc, je continue le laboratoire pour pour continuer et avoir un peu de temps pour la fin de la session. Encore une fois, restez avec nous parce que si vous êtes encore sur l'appel et que vous avez été actif dans le chat,
on va faire tirer 3 prix à la fin. Ça nous permet aussi de vous voir à la fin, de discuter avec vous si vous aviez d'autres questions aussi. Donc là, je continue le laboratoire, on me demande de copier, je fais un écho de l'URL de Cloud Run. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais continuer dans mon interface graphique. Puis là, ici, je vais faire un post report.sh. Je vais faire un script qui va permettre de faire 3 posts en curl sur ce service pour lancer, en fait, avec des ID 12, 34 et 56. Je vais poster, comme si je postais mon rapport sur l'interface post de mon interface. Et derrière, il va pouvoir exécuter et envoyer des messages dans un PubSub quand on va faire l'abonnement là-dessus. Donc là, je viens faire ça et je vais effectivement lui donner des droits d'exécution. Et je vois que Philippe, je ne pense pas me rappeler de grand-chose. C'est un bon point. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi la discussion, mais si c'est pour le laboratoire, oui. Puis on va en fait faire l'enregistrement sur YouTube. Donc ça vous permettra aussi de le revoir. Et l'idée, c'est de vous montrer un peu les concepts aussi. Mais merci du retour. Puis on espère qu'il y aura quand même des choses que vous pourriez en retirer à l'issue de cette session. Ici, si je réduis Cloud Run, on me demande d'aller dans les logs. Et ce qui est bien dans les logs, c'est que je vais pouvoir voir, une fois qu'ils seront chargés, les différents accès. Et là, on voit qu'il y a eu 3 posts, les fameux 3 posts que j'ai envoyés ici, en 204. On va avoir ici maintenant la mise en place de l'email service. On vient de mettre en place le Lab Report Service. On a le PubSub au milieu et maintenant on va pouvoir aller créer ici, faire la même chose. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce que c'est à peu près les mêmes concepts. Donc là, on me demande d'aller dans le email service. On me demande ensuite d'installer mes frameworks favoris pour mon application JavaScript. Ici, je vais pouvoir aller dans l'éditeur. Maintenant, je suis sur la partie email service. Donc, je reviens ici. Et on me dit que dans le package, je dois refaire l'entrée des scripts pour exécuter au démarrage mon application. New file, index.js. Je copie mon code. Et ici, on me dit que la méthode la plus importante, encore une fois, ça va être le post. Puis, ça va être envoyer un email. Aujourd'hui, l'envoi d'un email est juste dans le std out, dans la sortie des logs, de mettre un message. Donc, ça, c'est la méthode importante ici. Ce que je vais pouvoir faire, encore une fois, c'est créer mon Dockerfile. Je vais pouvoir créer mon fichier de script qui va être deploy.sh. Encore une fois, 2 parties sur ce script. La première qui va me permettre de construire l'artefact, le container, et l'autre partie qui va être la partie pour déployer actuellement dans Cloud Run. Donc, encore une fois, ça va prendre un petit peu de temps. On va le laisser continuer. On pourra valider plus tard. Ce qu'on va pouvoir faire ici, puis on va voir qu'on ne va pas aller jusqu'à la fin du laboratoire. Bien que ça ne prendra pas 1 heure, ça prendrait un petit peu plus que ce qu'on voulait attribuer comme temps ici. Mais ce qui va être intéressant après, c'est qu'on va aller configurer le trigger de l'email service. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon Cloud Run qui va être déployé, qui est en cours de progression ici, à droite. Mais je vais aller l'abonner sur le PubSub que j'ai créé dans la première étape. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec des droits en list privilege, je vais être capable de dire ici que je veux créer un service account pour m'en servir après et dire que sur mon Cloud Run, j'ai la possibilité de m'abonner sur mon PubSub. D'accord? Donc, ça va me permettre d'avoir cette restriction en list privilege avec des privilèges moindres en tant que bonne pratique. Et c'est comme ça que je vais pouvoir m'abonner là-dessus. Donc, ensuite, on a le setup ici encore une fois, pour continuer sur ce paramétrage ici. Je vais récupérer l'URL de mon Cloud Run qui est en train de se déployer, qui d'ailleurs est déployé. Donc, si je reviens ici, je vais pouvoir
vérifier la progression, encore une fois, vérifier la progression. Et je vais pouvoir continuer. J'ai mon email service et là, ici, je vais dire à mon PubSub que je lui fais un abonnement et que dès qu'il va recevoir un élément sur le topic ici, je vais pouvoir pusher vers l'URL ici avec une restriction de droit, avec un service account particulier. Donc, encore une fois, là, je ne vais pas le faire. On va aller plus loin. Mais là, ça me permet que mon premier microservice va envoyer dans PubSub. Et là, j'ai déjà quelqu'un avec ces étapes-là ici. Si je checkais ici ma progression, j'aurai mon email service qui s'est abonné sur ce topic dans le PubSub. Et à partir de là, il est déclenché. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir faire la même chose pour le SMS service. Donc les deux vont pouvoir s'abonner là-dessus. Et l'intérêt du laboratoire ici, c'est que ce qu'ils vous font faire à la fin, c'est de dire, OK, maintenant, si j'ai un problème dans le SMS service, le SMS service, le PubSub s'est abonné dessus et doit lui envoyer en fait un post sur l'HTTP endpoint. Si j'ai un problème, j'ai une erreur 500, j'ai pas un 200 qui m'est retourné, en fait, PubSub va continuer tant que ce service ne répond pas et va garder les messages. Donc, ils ne seront pas perdus. Donc, ça permet de montrer la résilience de méthodes de communication asynchrone comme celle-ci et ce que PubSub peut permettre. Donc, en fait, ici, ce qu'ils vous font faire, c'est ici à la fin, dans la resiliency, c'est qu'on envoie un throw dans le send email, ce qui va retourner un 500, une erreur 500. Et en fait, on voit qu'il y a des erreurs, mais en fait, PubSub a gardé les messages, ce qui fait que si je corrige après l'envoi, j'enlève l'exception qu'on vient de mettre, je redéploie, et ben, je vais avoir PubSub qui va recommencer. Puis là, mon service va pouvoir les reprendre. Donc, on n'a perdu aucun message. Donc, ça montre un peu la robustesse, puis un peu l'agilité de ces déploiements comme ça. Et en fait, à la fin, on a le score. Puis encore une fois, vous pouvez jouer un peu plus autour avec la console, etc., pour mieux comprendre et pas juste faire les étapes. Donc, c'est ce qu'on voulait vous faire voir pour aujourd'hui en termes de laboratoire et un peu d'expérience sur ce qu'il est possible de faire. On espère que ça vous a plu. Je n'ai pas suivi les messages, Olivier. S'il y a des choses sur lesquelles tu veux répondre en live, n'hésite pas. Je ne pense pas que j'ai le temps de passer à travers en direct. Ce qu'on voulait vous montrer, je vais repartager mon écran ici. On va partager, donc la vidéo est enregistrée, ça sera sur YouTube et on mettra les liens des deux présentations, la nôtre et celle de SteerRun. Ça vous donnera des bons pointeurs aussi. Donc là, on a quelques pointeurs. Ça, c'est la documentation générale. SteerRun a mis en place un repository GitHub où il y a plein de pointeurs. Et on a aussi d'autres personnes qui ont mis une foire aux questions communautaire. Donc, n'hésitez pas à y contribuer, à la lire. Et ici, on vient de faire ce laboratoire-là. Il y en a d'autres qui vont pousser un peu plus les concepts avec ce lien-là ici. Encore une fois, si vous êtes nouveau dans Google Cloud, il y avait ce one-pager. Et c'est ça, on aimerait que vous remplissiez le formulaire pour donner vos feedbacks ici. Donc, n'hésitez pas, le lien, je vais vous le mettre dans le chat si personne ne l'a fait. Et je ne sais pas si Amélie, Nadine ou je suis là. Olivier voudrait prendre la parole pour la suite. Je pense que Amélie voulait s'introduire, comme on dit. Amélie, je te laisse aller. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ouais. J'ai essayé de brancher mon micro. Mais bonjour, oui, en fait, on va en profiter aussi pour vous présenter les deux prochaines rencontres, meet-up qu'on va avoir. Donc, le prochain qui va se trouver le vendredi 26 février, un peu comme on a fait là, sur l'heure du midi, donc de midi à 13h30, sur la AI Platform,
qui est en fait une plateforme qui est dédiée pour la science des données, au machine learning, puis AutoML, qui va être donnée par Nadine. Donc, ça va être une petite présentation un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui. De là, l'importance du formulaire qu'on vous demande de remplir parce que on veut savoir un peu comment vous avez mis la session d'aujourd'hui qui était présentation, petite démo, puis vous permettre de donner des outils pour la suite, voir si on a besoin de s'ajuster pour la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, pardon, le mois prochain. Et sinon aussi, à la fin mars, donc le 20 mars 2021, juste aller à la slide après, on va avoir une présentation avec Women Tech Makers Québec et Montréal ensemble. C'est la 6e édition pour Montréal, donc pour le International Women Day, qui avait des sessions majoritairement en anglais et quelques-unes bilingues et en français. Donc, cette année, avec la participation de Québec, on va s'assurer qu'il y en ait vraiment beaucoup plus en français. Donc, que ce soit possible pour quelqu'un de faire une track complète en français. Le thème et le courage de créer, en fait, c'est vraiment pour mettre de l'avant les femmes en technologie puis ce qu'ils ont pu créer ou comment ils ont l'intention de créer dans les prochaines années. Ça s'annonce être super intéressant, donc mettez ça à votre agenda et je vais vous mettre le site web dans le chat si jamais vous voulez aller voir. On est aussi encore en appel au niveau des conférencières, conférenciers pour cette journée-là. Donc, ça fait le tour pour moi. Super, merci Amélie. Ouais, très hâte de voir cet événement conjoint avec Montréal. Merci d'organiser tout ça. Ça a l'air d'avoir du bon contenu des années précédentes aussi. Super. Puis la prochaine session, vous aviez demandé un peu de machine learning aussi et de AI. Prochaine session avec Nadine, c'est super. Merci beaucoup pour ça. Parfait. Donc, on va passer au tirage de prix. Donc, si vous voyez mon écran, on a pour aujourd'hui trois tirages de prix. Et mes amis organisateurs ont pu capturer qui a posé le plus de questions, le premier, la question ou la première, le dernier ou la dernière. Et c'est sûr que les cadeaux, on les enverra pas à l'international. Donc, on va regarder si ça rentre dans le Canada ou dans la province du Québec ou plus largement aussi. On a des gens d'Ontario sur l'appel aussi, ou plus tôt. Donc, on va regarder ça, mais c'est ça, on va annoncer les noms. Et avant ça, j'aimerais couper l'enregistrement pour respecter aussi un petit peu la vie privée là-dessus.